Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Plus d'éléments pour présenter un numéro important puisqu'il s'agit du 200e numéro. 200e numéro, déjà 200 numéros, donc c'est un petit événement. Nous allons parler donc de ce 200e numéro qui est très riche, nous allons parler de Georges Sorel, nous allons parler du numéro et de l'anniversaire et des gens qui ont accepté de nous donner leur avis sur notre revue. J'ai pour m'accompagner des gens que vous connaissez évidemment. À ma gauche, François Bousquet. Bonjour François. Bonjour Olivier. À ma droite, notre ami Patrick Luzinki, directeur artistique d'Éléments. Et ensuite, maintenant un habitué, Rodolphe Carr. Bonjour Olivier. Alors on va commencer François peut-être à présenter un peu en général, parce que c'est un numéro très riche, on a plusieurs entretiens, Bérénice Levé, Pierre-André Taguieff, Olivier Molin, Elisabeth Lévy, Marion Maréchal Le Pen. L'entretien avec, je crois, l'ambassadeur de Chine. Voilà, c'est la première fois qu'un ambassadeur d'une grande puissance nous donne un entretien. Alors on va commencer au sujet. L'Europe, grande perdante du nouveau partage du monde. Il y a un partage du monde, à la faveur peut-être d'ailleurs de la guerre en Ukraine, qui s'avance, qui s'annonce de plus en plus, enfin, qui est peut-être une des clés de la marginalisation de l'Europe. Oui, en réalité, on a titré Chine, États-Unis, mais le vrai titre de ce dossier, c'est la bimondialisation, qui est un nouveau concept qui peut sembler un peu trouble. Ça veut dire qu'il y a un duopole à la tête du monde qui est en train de s'affirmer de plus en plus vis-à-vis des États-Unis, la Chine qui a des infrastructures stratégiques, ce que n'a pas l'Europe. En réalité, on vit sur un mythe, surtout nous, Européens, on vit sur le mythe de la société ouverte qui n'en finit pas de s'ouvrir. L'Europe repose sur deux éléments majeurs, c'est l'idéologie des droits de l'homme. Donc l'Europe a vocation à s'universaliser, à universaliser les droits de l'homme, la citoyenneté, à ouvrir toujours plus ses frontières. Et l'autre grand pilier de l'UE, c'est l'OMC. C'est l'architecture de l'OMC, c'est-à-dire l'ouverture sans fin des marchés. Donc, mais il n'y a plus que l'Europe qui croit à cette vision du monde, qui est la vision du monde des sociétés liquides. Pour reprendre les catégories de Carl Schmitt, sur terre et sur mer, l'Europe est vraiment la seule société encore liquide. Parce qu'il y a, ectoplasmique. voilà, ectoplasmique, en train de se liquéfier même presque. Or, il y a un angle mort dans la déterritorialisation du monde. Cet angle mort, c'est ce que les Européens ne veulent pas voir. C'est que derrière la puissance américaine, derrière la puissance chinoise, il y a, c'est tout l'objet de ce dossier des papiers de Guillaume Travers, il y a ce que Guillaume Travers appelle des infrastructures stratégiques qui permettent de contrôler le monde, vraiment de contrôler le monde. Or, en Europe, il n'y en a absolument aucune. Si on prend par exemple l'Internet, c'est toutes les ambiguïtés de l'extraterritorialité du droit américain, vous prenez Internet, ça transite par les États-Unis. Tous les grands moteurs de recherche sont américains. On croit qu'ils sont neutres. On avait fantasmé à une époque l'idée qu'il y avait un Internet neutre. On avait fantasmé, le cas que donne Guillaume Travers est passionnant, c'est le cas du système SWIFT. SWIFT, les gens ne connaissent pas le système SWIFT. Ça a été créé dans les 70. C'est pour faciliter les échanges d'argent et les transactions d'argent au niveau international. On l'a délibérément installé, ce système SWIFT, pas à New York, pas à Washington, pas à Bonn, pas à Londres. On l'a installé en Belgique, territoire neutre. La structure juridique de SWIFT est fascinante. C'est une coopérative qui relève du droit belge. Donc la structure mondiale qui gère toutes les transactions d'argent, en réalité, devait être neutre. Mais en fait, cette structure a été espionnée par les Américains. Les Belges ont voulu porter procès contre les Américains, faire un procès. Ce procès, évidemment, a été placardisé. Les Américains ont droit de regard. Ce qu'il apparaît, c'est que SWIFT, aujourd'hui, est une structure américaine. C'est-à-dire que c'est les Américains qui contrôlent les transactions au monde. On l'a vu dans l'affaire ukrainienne. C'est que tout d'un coup, toutes les transactions russes, des fonds de pension russes, de la Banque centrale russe, ont été gelées. Donc c'est une infrastructure qui est américaine. Même chose pour le net. Le net est américain. Si vous relevez, ce que vous faites sur Internet, ou quand vous stockez des données, par exemple dans les data ou dans les clouds, ce sont des clouds américains, on n'a pas de cloud européen. Donc dès lors que vous stockez une donnée dans des archives américaines, vous relevez du droit américain. Et il y a une seule puissance sur Terre qui arrive à créer ce genre de structure à l'échelle globale, ce qu'est Google, ce qui est le cloud américain, ce qui est le GPS. Nous, on a Galileo, mais Galileo, c'est rien à côté du GPS. Donc on est confronté à ce qu'on appelle en économie à des monopoles naturels, c'est-à-dire qui contrôlent le marché. Vous pouvez créer un Google, on peut créer un Google français demain, c'est pas un problème. Il sera peine plus efficace que le Google américain. Pour autant, il sera marginal. 90% des échanges, des recherches sur Internet se font via Google. Donc il y a une seule puissance qui arrive à être en vis-à-vis de la puissance américaine, c'est les Chinois. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une confrontation qui n'est plus larvée, elle est encore larvée, aujourd'hui qui est explicite. Il y a une guerre commerciale, il y a une guerre protectionniste, et ce n'est pas une guerre qui a été lancée par Trump, ou si en tout cas Trump l'a lancée, elle a été reprise par l'administration de Biden.
Oui. Question, François, parce que vous parlez de cette guerre entre ces deux puissances, ces deux États stratèges, qui ont une véritable stratégie à la fois économique, à la fois d'influence, y compris d'influence idéologique. Je vois le cas de la Chine. Il y a de plus en plus une réflexion sur une sorte de volonté idéologique de la Chine de s'imposer, notamment en Afrique ou en Asie. Nous rêvions à éléments d'un monde multipolaire. Ça a été un de nos grandes thèses et de nos grands espoirs pendant de longues années. Mais est-ce que de ce monde multipolaire, au fond, c'est un monde duopolaire qui fasse... Non, c'est un monde bipolaire. Voilà. Bipolaire, duopolaire, Chine, États-Unis, parce qu'il n'y a que la Chine qui est en mesure de produire ses infrastructures stratégiques à travers la route de la soie, à travers sa propre monnaie, puisque la Chine impose énormément d'accords bilatéraux où les échanges ne se font plus du tout en dollars, se font dans la monnaie chinoise. Donc sur l'intelligence artificielle, sur la recherche spatiale, la quête d'autonomie des Chinois leur permet de se mettre en vis-à-vis des Américains, ce qui fait que les Américains se crispent. Il y a un concept qui voit le jour aujourd'hui en géopolitique, c'est le piège de Thucydide. Le piège de Thucydide, c'est un chercheur américain qui s'appuie sur la guerre du Péloponnèse de Thucydide, où il remarque, c'est inavoué bien sûr par les Grecs, il remarque que en réalité les Lacédémoniens, c'est-à-dire que la ligue du Péloponnèse derrière laquelle il y a Sparte, s'inquiète de la montée en puissance d'Athènes. Et on peut projeter ce schéma-là sur la manière dont les Américains s'inquiètent de la montée en puissance de la Chine aujourd'hui. On voit qu'il y a un nœud à Taïwan en particulier, qui est les semi-conducteurs qu'on retrouve partout, les plus sophistiqués au monde sont faits à Taïwan. Donc il y a un énorme enjeu stratégique, pas que commercial, stratégique autour de Taïwan. Et dernier point, les Américains sont en train, en effet, aujourd'hui, et c'est là où nous, Européens, sommes complètement déroutés. C'est-à-dire que tout notre univers mental est en train de s'effondrer et on est impuissant face au retour du protectionnisme américain. Je le redis, c'est pas Trump. C'est Biden qui non seulement a conforté la vision de Trump, mais qui l'a amplifié et accéléré. Avant les élections du mi-terme, les Américains, dans la Chambre des représentants, ont voté une loi sur l'inflation, mais en réalité c'est une loi de 280 pages, colossale. Il y a un énorme volet écologique sur la transition énergétique, mais l'essentiel, c'est que les Américains dégagent 740 milliards de dollars. 740 milliards de dollars, c'est colossal, c'est colossal, pour aider leur industrie. En interdisant l'accès de la 5G chinoise, en siphonnant toutes les start-up européennes, parce qu'ils ont des crédits. Tous les crédits impôts sont conditionnés aux États-Unis désormais à l'achat de voitures électriques ou d'éoliens ou de solaire, pour peu qu'ils soient américains. Si vous achetez une voiture électrique dont les batteries ne sont pas américaines, vous n'êtes pas financé. Donc il y a un retour massif, violent du protectionnisme. Macron a ce mot fantastique quand il voit cette loi sur l'inflation qui a été votée le 16 août 2022, donc c'est-à-dire quelques mois avant les mi-termes, dit que les Américains deviennent super agressifs. Ursula von der Leyen, après s'être extasiée, parce qu'il y avait un gros volet de transition écologique, se rend compte des difficultés que ça va soulever aux Européens, veut déposer une plainte devant l'OMC. Donc l'Europe est déroutée, l'Europe est perdue par le retour et l'affirmation de puissance. On l'a bien vu au moment de l'affaire australienne, quand les Français avaient pensé signer le contrat du siècle avec les Australiens à propos des sous-marins. Les Américains ont vite remis les choses en place, c'est-à-dire qu'ils nous ont virés. La zone européenne ne les intéresse plus. On le voit, même les Anglais se retrouvent presque abandonnés par les Américains. Aujourd'hui, c'est le Pacifique qui les intéresse. Il y a une vraie guerre avec la Chine. Et nous, on n'a pas à donner notre avis. Les Américains considèrent que nous n'avons plus rien à dire, nous, de notre côté. Mais un point, c'est à condition de neutraliser ce qu'on a également en entretien, vous l'avez dit, avec l'ambassadeur chinois, qui se lâche. C'est vraiment surprenant, mais c'est pas se lâcher seulement avec éléments, il s'est lâché sur Livre Noir et ailleurs. Mais c'est quand même la première fois qu'un ambassadeur a une telle liberté de parole. Jusqu'à présent. Une vivacité intellectuelle assez impressionnante. Et très mordant et très offensif. Mais également entretien avec Alain Juillet, sur ex-patron de la DGSE, par notre ami Daoud Bouguezala, et il dit cette chose qui est sidérante pour nous, c'est qu'il nous dit qu'il y a plus de lobbyistes américains à Bruxelles que de lobbyistes allemands. Ça veut dire qu'il y a une capacité à nous neutraliser à l'intérieur de l'Europe. Et ça pose aussi, ce dossier pose la question. Et ça, c'est au vu. Alors, sur les lobbyistes à Bruxelles, ça m'intéressera peut-être nos téléspectateurs. Moi, j'ai eu un témoignage d'un député européen, je
ne peut pas citer le nom, quand il est arrivé à Bruxelles, la première chose qui l'a surpris, c'est qu'il y a une grande avenue qui mène vers le Parlement européen avec des grands immeubles, et on sait très bien que là, c'est l'immeuble d'Electric Motor, là, c'est l'immeuble de tel GAFA, etc. Et ces gens-là, ce n'est pas quelque chose de caché. Ils ont pignon sur rue, c'est le système. Ils ont pignon sur rue, c'est c'est intégré, on sait très bien qu'ils vont payer, qu'ils vont inviter à déjeuner. C'est une tradition anglo-saxonne et anglaise initialement. Mais qui est vraiment à ciel ouvert, à visage découvert. À Bruxelles, voilà. Ils étaient dans la Chambre des Lords et la Chambre des communes, les premiers lobbyistes. Donc ça nous ramène au 18e. Et il y a un travail d'influence auprès du politique qui est massif, que nous négligeons. Mais il est faux de croire que l'Amérique se désintéresse de l'Europe, pour peu que l'Europe soit neutralisée. Et là, il y a un gros dilemme au niveau européen, c'est qu'est-ce que fait l'Europe face au retour du protectionnisme américain, qui est très dangereux pour nous, parce que je le redis, 740 milliards de dollars. Donc ça va attirer beaucoup de capitaux français, allemands, espagnols, italiens aux États-Unis. Que fait l'Europe? L'Europe, une fois de plus, ne peut pas faire front uni. Les Allemands seraient partants pour éventuellement mettre sur pied des mesures de rétorsion, mais ils ne veulent pas les financer. Les pays du Nord s'y refusent, parce qu'ils commercent beaucoup trop avec l'Amérique pour engager un bras de fer avec elle. Donc une fois de plus, l'Europe s'avère totalement impuissante face au retour du protectionnisme en Chine et aux États-Unis. Aujourd'hui, un grand nombre d'entrepreneurs français et européens décident d'aller créer leurs nouvelles usines, pas en Chine, pas en Asie, ni en Afrique, aux États-Unis, parce que les Américains leur ouvrent les portes. Ouais. Alors toutes ces analyses passionnantes sont à retrouver dans le numéro 200 de la revue Éléments. Vous parliez de Guillaume Travers, cher François. Notons aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, Champ commun, qui est le think tank, on peut dire, qu'il a créé, qu'il a fondé récemment avec d'autres camarades, et qui apporte des analyses, moi, que je trouve passionnantes, à la fois sur les questions économiques, sur les questions écologiques. Donc cette question de la bimondialisation, c'est Guillaume Travers qui, dans un premier temps, dans Champ commun, qui est son laboratoire d'idées sur le retour des communs et repenser les communs, repenser le collectif dans un monde dont on imaginait qu'il allait s'individualiser de plus en plus. Or, on vient de dire que c'est pas le cas. Les États se réaffirment, même au-delà. Autre concept que Guillaume Travers a apporté à Éléments, c'est la notion d'État civilisationnel, qui pose aussi, là aussi, un problème à l'Europe. C'est comment l'Europe peut-elle faire face à des puissances civilisationnelles, ce qui est l'Amérique. Quand elle n'a plus conscience d'elle-même. Quand elle n'a pas conscience d'elle-même et quand elle n'a pas de levier politique. Parce qu'elle n'a surtout pas de levier politique pour affronter les États civilisationnels. Mais Guillaume a également, dans Champ commun, Guillaume Travers, a recensé le bouquin de Alice Ekman, qui est une chercheuse de l'IRIS et prof à Sciences Po, ex-chercheuse de l'IRIS, peu importe. Et c'est elle qui a pensé ce concept qui va être un concept structurant dans les années qui viennent sur la bimondialisation. Merci François. On va passer peut-être maintenant à notre ami Rodolphe Carr. Alors, pour parler de Georges Sorel, vous avez fait un article récemment, notamment sur le mythe, l'importance du mythe. Georges Sorel, par exemple, la politique, c'est vrai, aujourd'hui en Occident, semble être une politique de gestionnaire à courte vue, etc. Et de technocrate. Et Georges Sorel montre à quel point elle est liée aussi à un imaginaire et qu'on a besoin de cet imaginaire, de ce mythe, pour peut-être avancer et contester ou réussir. Exactement. Et puis, ce qui m'a intéressé auprès de la figure de Sorel, tout d'abord, c'est son aura sulfureuse. Sorel fait partie de ces pestiférés après les travaux de Zerf Sternel sur la droite française, la droite du fin 19e, mais aussi le livre de Bernard-Henri Lévy, Idéologie française. C'est une ressucée d'ailleurs, exactement. Une vulgarisation des travaux de Pour BHL, Proudhon, Sorel, cette gauche réactionnaire. Il y a un très bon livre de Marc Crapès, par exemple, dessus, qui fait toute la généalogie de ce mouvement. Pour eux, c'est vraiment les pré-pétainistes, en fait. Et effectivement, ce qui m'a aussi intéressé dans la figure de Sorel, c'est que c'est une personne qui est très difficile à classer dans un courant politique particulier. Comme disait Michael Freund, un de ses biographes, Sorel, c'est quelqu'un qui a été conservateur tout au long de sa vie, mais qui a été à tour de rôle marxiste orthodoxe, révisionniste, syndicaliste révolutionnaire. Il a fait ensuite une espèce de collaboration avec la droite française dès que le mouvement syndical s'est un peu tassé au début du XXe siècle. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a apporté un renouveau dans la pensée politique française et même quelqu'un qui nous est cher
la Nouvelle Droite et à la Revue Éléments comme Julien Freund en parlait même comme le plus grand penseur politique français de la fin du 19e. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je me suis intéressé aux travaux de Sorel, ce qui m'a le plus impressionné, c'est son quasi-anonymat. Il est repris par personne, aucun penseur ni même militant à gauche s'en revendique. Aujourd'hui, par exemple, on est en pleine grève des retraites sur les réformes. Je regarde des émissions comme Blast ou les médias un peu à gauche, ou le média, à aucun moment il n'est fait mention de Sorel. Alors c'est toutes ces choses qui m'ont donné envie d'approfondir sa pensée, et notamment parmi ses principales thèses, celle du mythe, comme vous venez de le dire, et celle bien sûr de la violence. Alors, ce qui est intéressant avec la notion de mythe chez Sorel, c'est que c'est l'opposé en fait de l'utopie, si vous voulez. Le mythe, comme disait Julien Freud, il est ni bon ni mauvais, ni juste ni injuste, ni vrai ou faux. Il est fécond ou non en fait. C'est soit il prend sur les populations, sur les masses, soit il ne prend pas. Et évidemment, ça c'est toute une vision qui va nous permettre aussi de nous sortir d'un faux débat. Je me souviens, ça c'était quelque chose qui revenait souvent sur les plateaux de télévision quand il y avait le mouvement des Gilets jaunes. Je me souviens, c'était par exemple l'inénarrable Cohen sur C'est à vous, Patrick Cohen, qui avait attaqué tous les syndicalistes ou même tous ceux qui se portaient pour ou derrière le mouvement des Gilets jaunes en disant oui, mais c'est un mouvement violent, c'est un mouvement qui s'oppose à l'ordre. Et justement, Sorel a pensé ces questions et a donné, à mon avis, des clés de compréhension qu'on pourrait reprendre aujourd'hui pour nous. Notons aussi que, bien qu'il s'inscrive, même s'il aurait rejeté, je pense, de s'inscrire à gauche, enfin, il est un penseur socialiste, Sorel, marxiste, marxiste, oui. Et qu'il a un intérêt, par exemple, moi, ça m'avait marqué en lisant notamment les réflexions sur la violence, un intérêt pour l'histoire religieuse, parce qu'il est aussi un sociologue de la religion qui a une connaissance très aiguë et très précise de l'histoire, notamment de la spiritualité chrétienne et de l'histoire du monde antique. Il a même écrit quelque chose sur la fin du monde antique. Ah oui, il est agnostique, mais c'est quelqu'un, par exemple, qui pouvait promouvoir l'instruction de la Bible, mais par une lecture profane. En fait, c'est quelqu'un qui va souvent se revendiquer à travers ses écrits, comme vous le dites, des premiers chrétiens, aussi, par exemple... stratégie même. Ouais, des grognards. C'est une stratégie de minorité active. Ah oui. Mais par contre, il va pas du tout basculer dans l'avant-garde léniniste ou trotskiste. Non. C'est quelqu'un qui connaît tous les sociologues des élites, comme Pareto, Roberto Michels, parce que c'est quelqu'un aussi, c'est assez intéressant, par exemple, Alain de Benoît, se considérait assez proche de lui parce que c'est quelqu'un qui avait entre guillemets réussi à faire, à distiller ses idées, mais dans un autre pays que son propre pays. C'est quelqu'un qui sera très repris, par exemple, par le mouvement syndicaliste italien. Comme Alain de Benoît. Exactement. Parce qu'il est beaucoup plus lu de Benoît. Le pays où il est le plus lu, c'est l'Italie. Et traduit. Exactement. Mais Sorel était admiré par Staline et Benito Mussolini. Les deux étaient admirateurs. Peut-être que Rodolphe va nous entrer dans un contrepoint. Il me semble que sur Lénine, c'est très contrasté. Non, je parle de Staline. Staline. Alors, Patrick a raison pour Mussolini. Dans un entretien avec un journal italien, espagnol, ABC, en 1922, donc juste à la mort de Sorel, le journaliste lui demande quelle est sa source, entre guillemets, intellectuelle entre Jaurès, Nietzsche et Sorel. Et Mussolini dit c'est Sorel qui m'a encadré, qui m'a entre guillemets donné les clés de compréhension. Et par contre, pour en revenir sur le côté bolchevique, Sorel sera un appui, même il sera pour la révolution bolchevique, mais par contre Lénine le trouvait trop bouillon. Alors, brouillon, mais j'aimerais ajouter qu'à la mort de Sorel, il y a un hommage. Ah oui. Et alors il y a deux États qui vont fleurir la tombe de Sorel, l'Italie fasciste, ce qu'on est en 1923 ou 24, et la Russie bolchevique. Oui, pour être plus précis. Voilà. Italie fasciste et Russie bolchevique, qui, rappelons-le, avaient des relations diplomatiques dans les années 20. Il n'y avait pas de... Mais bon, c'est bien noté pour montrer aussi la complexité de ce personnage qui pouvait inspirer ou s'attirer l'admiration ou l'estime de deux États, de pouvoirs qu'on a tendance à opposer peut-être un peu facilement. Voilà. Alors, peut-être que dans les 5 dernières minutes qui nous restent, François, Patrick, Rodolphe, nous allons parler de ce 200e numéro d'Éléments, puisque nous avons, je le disais au début de cette émission, demandé à
quelques amis de la revue, ou lecteurs de la revue, mais de lecteurs un peu renommés, de parler de leur lecture d'éléments. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler? Moi, je vois des noms comme Patrick Buisson, Bérénice Levé, Olivier Molin, Elisabeth Lévy, Michel Onfray, Marion Maréchal-Le Pen, Robert Redeker. Voilà, ce sont des lecteurs et qui nous ont donné gentiment leur avis sur notre revue. Ils ne sont pas toujours élogieux d'ailleurs. Mais... Oh, si, ils sont. Il y a un petit contrepoint de la part d'Elisabeth Lévy, mais qui est très amicale. Hein, et puis c'est une confrère à laquelle on est très attaché, qu'on a déjà interviewé dans Éléments, et qui nous interviewe régulièrement dans Causeur. Pour le reste, non, ce sont quand même des éloges appuyés de Michel Onfray, qui dit qu'il a découvert enfin une droite intelligente, hein, mais qui n'est pas une droite très précisément, des éloges de Buisson, de Marion Maréchal et d'autres. Hein. Pourquoi? Parce que c'est le 200e numéro. Et c'est 2023, c'est également les 50 ans d'Éléments. Donc on a commencé, ce sera pour nous un tout petit peu une année de commémoration. Il ne faut pas qu'elle soit trop personnelle, certes, hein, mais on a fait un petit témoignage. Et c'était l'occasion aussi de revenir sur une enquête auprès de nos lecteurs, hein, une enquête de fond, une enquête dite qualitative. Hein, où on a eu 300 à 400 retours, ce qui est assez énorme parce qu'il y a de moins en moins de retours désormais sur ce type d'enquête qualitative, à moins de payer les gens. Là, on ne les a pas payés. On ne leur offre qu'un petit livre, une brochure de la Nouvelle Librairie pour la participation au sondage. Hein. Comme ça, on a une vision plus affinée de nos lecteurs, mais là, il faudrait s'y plonger. De notre lectorat, évidemment, ce sont plutôt les gens âgés qui répondent que les jeunes, parce que peut-être qu'il y a-t-il une paresse chez les vingtenaires hein, ou les trentenaires, mais je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là. Donc c'est un numéro d'hommage. Quelque chose sur l'enquête lecteur. Moi, ce qui m'a marqué, enfin ce qui ne m'a pas marqué, d'ailleurs je le savais, mais on a un lectorat plutôt provincial. On a un lectorat qui est quand même massivement masculin, provincial, qui écoute plus France Culture que CNews. Hein. Mais peut-être que là aussi, il y a un biais que les milieux de droite ont du mal à voir. Il y a quand même France Culture est beaucoup plus écoutée que CNews, dans des ordres de grandeur considérables, hein, 3 à 4 fois plus que CNews, la matinale de France Q, dans laquelle on est invité de loin en loin quand vous passez. Moi, il m'arrivait d'y être passé, mais juste après, Guillaume Erner, qui est le patron de la matinale, se prend des scuds en rafale sur Twitter, Facebook, en disant quoi, comment vous invitez le diable, hein, et le croque-mitaine. Hein. Les intellectuels que nos lecteurs préfèrent, hein, c'est pas compliqué, c'est comme Michéa et Michel Onfray. Donc on a une vision assez claire de nos lecteurs, donc ça c'est intéressant, il faut le lire, mais c'est à Patrick aussi d'en parler. Non, ce qui est intéressant, et surtout ces témoignages sont des lecteurs, des lecteurs un peu critiques, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de la mouvance Nouvelle Droite. Ils lisent avec plaisir notre revue. Ils le lisent avec plaisir, voilà. Et c'est cet échange qui continue depuis en fait depuis 50 ans. Hein. C'est ça l'intérêt de la revue, c'est qu'il y a cet échange avec des gens un peu intelligents. C'est pour ça que par exemple il y a un excellent article sur l'ultra-gauche. Ah oui, alors parlons-en, parce que c'est intéressant, j'ai oublié. C'est une enquête, mais c'est une enquête qui est très intéressante, c'est parce que aussi, du côté de l'extrême gauche, il y a un vrai travail de réflexion qui est en train de se faire. Je pense aux gens qui avaient écrit le Comité Invisible, donc il y a toute une enquête là-dessus. Qui est d'ailleurs très critique. Hein, qui est très critique, oui. Mais qui sont aussi des gens qui réfléchissent et on revient au sujet de tout à l'heure, qui considèrent que la violence en politique est importante. C'est une chose qui a disparu. C'est pour ça que Sorel Et pour revenir juste à l'instant sur l'article sur la gauche radicale, rappelons que les gens de Tikkun, du Comité Invisible, étaient aussi des lecteurs de certains auteurs qui nous sont chers. Je pense évidemment à Carl Schmitt. Ils ont, au moins, ils ont cet avantage, c'est qu'ils sont un peu ouverts sur les autres penseurs. Si vous permettez, Carl Schmitt, on retombe sur Sorel avec Carl Schmitt, à beaucoup d'égards. On retombe sur l'idée qu'il y a de la polémologie, il y a de la guerre, il y a de l'enquête. La politique, c'est de l'antagonisme. Voilà. Pas de all-inclusive qui est à la base. Je me suis intéressé à la réception de la pensée de Sorel en Allemagne. Et Carl Schmitt est parmi les premiers penseurs aussi à l'avoir réactualisé et à s'en être inspiré pour son idée, bien sûr, de l'ami-ennemi. Et c'est le but d'une revue comme Éléments depuis 50 ans, c'est-à-dire qu'on est dans la confrontation des idées. On a le droit d'être en désaccord, mais on peut aussi se parler. L'avantage, par exemple, de voir Pierre-André Taguieff, vous avez fait un grand entretien avec lui. Ça a toujours été la ligne d'Éléments, c'est-à-dire de pouvoir aussi parler avec l'adversaire, se confronter à ses idées, en bien ou en mal, ce qu'une grande partie de la droite ne fait plus.
et que la gauche a toujours décidé qu'elle avait le monopole des idées. Donc, Très juste, pour elle, Patrick, on n'existe pas. Juste un mot sur l'entretien avec Pierre-André Taillefer, qu'il a tout de suite accepté de parler avec Élément, mais ce qui est normal, puisque nous avons une vieille complicité, on va dire, avec Pierre-André Taguieff. Et il dit aussi une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, le seul lieu où les débats sont, on va dire, détendus, où on respire, où on échange des arguments rationnels, c'est dans Élément. C'est plutôt à droite qu'à gauche, où la gauche est recroquevillée sur sa bien-pensance, sur ses certitudes, sur son néant de pensée, en fait. Au bout du compte, je suis un peu désolé mais de le dire. Maintenant, la gauche est du côté de la pensée gramophone, et là où ça bouge pour parler comme les jeunes, c'est plutôt à droite. Voilà, en tout cas à la nouvelle droite. Messieurs, dames, téléspectateurs, amis, je vous retrouve dans 2 mois maintenant pour le numéro 201 d'Éléments, peut-être avec les mêmes invités et d'autres invités. Bonsoir chez vous, bonjour, bienvenue, non pas bienvenue, au revoir, merci à vous, au revoir.